dans le cadre de notre émission 10 questions pour comprendre la politique de l'air en RDC. Ouais. Je reçois aujourd'hui le professeur Augustin Ramazani. Ouais. Bonjour Augustin. Bonjour Modeste, ça va bien? Oui, merci d'être venu aussi pour ce temps. 50 morts après le passage de Joseph Kabila à Beni. Peut-on dire qu'il y a une complicité de la part du chef de l'État afin de justifier le non-lieu des élections en RDC? Oui. À qui profitent ces massacres à répétition en République démocratique du Congo, particulièrement à Beni? Bon, ça fait très longtemps que le massacre de Beni existe, donc on a tué beaucoup de gens, et ça fait presque un an qu'il y a jour pour jour de massacres dans ces territoires-là. On parle de 1500, hein, et les images sont atroces. Moi, je ne résiste pas face à ces images-là. On tue les gens vraiment de façon atroce, et ce n'est pas correct. Dire qu'il y a une main du pouvoir, je ne sais pas, mais quand même, après le passage de Joseph Kabila, il y a eu au moins plus de 50 morts, donc plus de 100 morts. Alors, il y a des militaires aussi qui sont complices là-dedans, et des militaires qui vendent les uniformes aux rebelles, mais aussi des militaires qui vendent les armes, et ce n'est pas exclu qu'à la tête du Congo, il y ait aussi des complices qui soutiennent les militaires. Mais il est question, dans les territoires de Beni, question de réfugiés, les réfugiés rwandais qui sont venus de la Tanzanie, qui sont venus de l'Ouganda et du Rwanda et qui veulent occuper ces territoires-là. C'est un territoire qui est favorable pour l'agriculture et les pasteurs, donc l'élevage. Et on veut carrément déplacer les autochtones, le massacrer et que les étrangers occupent les territoires. Donc ce n'est pas juste. Je pense qu'il faut qu'on mette fin à ce massacre-là. Mais les gens se demandent si réellement ce sont les rebelles ou les militaires congolais qui massacrent la population là-bas. Voilà, donc jusque-là, il n'y a pas encore de justice. Hein, il n'y a pas un tribunal qui a été mis en place pour condamner, pour juger les égorgeurs. Et on doit effectivement être prudent pour dire mais on ne peut pas impliquer les uns les autres sans qu'il y ait enquête, sans qu'il y ait un tribunal qui donne son jugement. Mais je pense que, et du côté des rebelles et du côté de l'armée gouvernementale, il peut y avoir des complicités. Et donc nous aimerions effectivement qu'il y ait des enquêtes et pour qu'on puisse condamner les égorgeurs parce que ça fait très longtemps que ça dure et que c'est les habitants de Beni ne vivent plus en paix, ne sont plus en sécurité, et qu'il y ait ce gouvernement qui n'est pas capable de sécuriser son peuple. Et donc le gouvernement a failli, et on aimerait que ce gouvernement puisse partir et déposer les armes. Ben, cela m'amène à me demander s'il y aura des élections en RDC qui respectent la durée constitutionnelle. Joseph Kabila sort de son silence lors de son passage en Ouganda, et il déclare qu'il est le seul, il est la seule personne qui appellera aux élections après que la CENI ait complété le fichier électoral. Cependant, on constate que Nanga, lui aussi, affirme que cela prendrait 16 mois, sans toutefois donner la date exacte. Voilà. Modeste, cette question-là, elle est pertinente parce que les deux institutions, la présidence et la CENI, les deux institutions sont complices. Et la CENI actuelle n'est plus une CENI indépendante. C'est une CENI qui est inféodée au pouvoir de Kabila. Et donc, dire que les élections doivent attendre encore 16 mois, c'est aller à l'encontre de la Constitution. Et de ce fait, Corneille Nangaa, s'il n'est pas capable d'organiser les élections dans les délais constitutionnels, nous lui demandons de démissionner. Et Kabila, les élections ne le concernent pas. Il est un président sortant. Il doit laisser effectivement à la CENI de pouvoir préparer les élections. Mais en principe, nous voyons qu'au Congo, il y a un double langage. C'est un langage qui n'est pas transparent. Kabila et Corneille Nangaa ne sont pas transparents.
En principe, selon la Constitution, en septembre, on devrait convoquer les gens à l'électorat, les Congolais, on devrait les convoquer à l'électorat, et après un moment de campagne, et le 27 novembre, organiser les élections. Mais attendre 16 mois, pourquoi? Kabila a déjà fait les 2 mandats, et donc ça fait maintenant, il est à la fin de sa présidence, et qu'il laisse la place effectivement aux autres pour qu'il y ait un président qui sera élu et qui prenne un président qui remplace Kabila. Donc nous avons besoin d'un nouveau président. Mais la CENI, même si la CENI est corrompue, mais la CENI est constituée par les membres de l'opposition et de la majorité présidentielle. Peut-on dire que tout le monde qui est dans la CENI est corrompu? Oui, le président actuel, Corneille Nangaa, c'est lui qui préside à la destinée effectivement électorale du pays. Lui devrait normalement nous faire sortir de cette situation de glissement, mais c'est lui qui nous enfonce le pays dans les glissements. Il est complice, il est corrompu, il devrait démissionner à mon avis. La constitution de la RDC, la République démocratique du Congo, est sacrée. Pourquoi Joseph Kabila ne veut pas respecter ses engagements, c'est-à-dire respecter la constitution de la RDC? Les Congolais vont-ils accepter ces coups de force? Les Congolais ne vont pas accepter les coups de force, sauf la peur. Mais s'ils bravent la peur et qu'ils entrent dans la rue, les Congolais vont faire partie Kabila, parce que les Congolais sont fatigués par ces gouvernements fantoches. Donc les gens vivent dans la misère, les gens ne comprennent pas pourquoi Kabila doit rester au pouvoir, et pourtant il n'y a pas de transformation sociale, il n'y a pas de développement, les gens ont du mal à manger, il n'y a pas de classe intermédiaire, médiane au Congo, ou bien tu es riche, ou bien tu es pauvre. Donc se maintenir par défi, donc il sera effectivement, il sera chassé par la population si la population descend dans la rue. Et c'est la haute trahison parce qu'il aura voulu, parce qu'un président, c'est celui qui est le garant et qui doit faire observer la Constitution. Si c'est lui maintenant qui commence à remettre en cause la Constitution, à ne pas respecter les délais constitutionnels, il accueillera les conséquences de sa décision. Il fait coûte que coûte par défi diriger le Congo. Nous, on ne va pas accepter. L'opposition va demander à la population congolaise d'aller dans la rue, de descendre pour faire partie du Kabila. Alors, quels sont les scénarios possibles après la fin du mandat de Joseph Kabila, le 19 décembre, s'il refuse de quitter le pouvoir? Voilà, donc les scénarios, moi j'en vois 3. Il y a trois principaux scénarios. Donc le premier scénario, c'est le dialogue. Mais pas un dialogue de glissement, pas un dialogue convoqué par Kabila, pas un dialogue concertation bis, pas un dialogue de corruption et de perdième. Nous voulons un dialogue de responsabilité. Nous voulons un dialogue qui va améliorer notre jeune démocratie. Nous voulons un dialogue qui va convoquer les Congolais aux élections en vue d'élire un nouveau président. Nous voulons un dialogue qui va pacifier le pays. Ce n'est pas un dialogue qui va encore nous introduire dans une nouvelle république avec de nouveaux mandats pour les hommes politiques qui sont au pouvoir. Voilà, donc nous voulons vraiment un dialogue sous la convocation de la communauté internationale, et puis un dialogue qui nous fait avancer. Mais avec Kabila, il veut changer les règles du jeu politique, il ne veut pas qu'on avance, sa préoccupation c'est le glissement, sa préoccupation c'est rester, créer une monarchie républicaine au Congo. Nous n'allons pas accepter ça. Vous avez donné plusieurs scénarios politiques. Oui. Lesquels il y a un autre scénario, donc ça c'était le premier scénario, c'est le scénario de dialogue. Il y a un deuxième scénario, c'est la confrontation entre la majorité et l'opposition dans la rue. Donc l'opposition est déterminée à faire partie Kabila. Et un troisième scénario, ça serait la guerre, c'est-à-dire qu'en s'imposant par défi, en restant à la tête du pays, donc il y aura des mouvements rebelles qui vont se former, et ça serait dommage, et une nouvelle guerre va commencer pour tuer les Congolais, et je pense que moi je ne suis pas tellement d'accord avec le scénario de la guerre. L'opposition n'est pas une opposition de la guerre, des violences, c'est une opposition pacifique. Alors, lesquels de ces scénarios vous semblent plausibles
et acceptable par les Congolais? Pour moi, le scénario plausible, le plus intéressant, c'est que Kabila passe la main. C'est le dialogue à travers lequel Kabila accepterait de laisser la présidence, accepterait qu'il a la fin de son mandat et il accepte de partir. Nous avons vu par exemple le président haïtien qui est arrivé à la fin de son mandat et qui est parti. Hein. Mais s'il s'entête, s'il veut rester là, là ce n'est pas honnête de sa part parce qu'il a prêté serment devant les Congolais et qu'il va respecter la Constitution. Maintenant son mandat est arrivé, il faut qu'il parte. Nous avons des cas, des situations comme par exemple, je me souviens, le président républicain dans les années 1970, Nixon qui, avec le scandale de Watergate, qui ne voulait pas effectivement accepter ce qui est arrivé, et à la longue, il a fini par accepter, et il a démissionné. Donc les malhonnêtes se retrouvent toujours, leur place, c'est en prison. C'est le cas aussi au Brésil. Hein? C'est le cas aussi au Brésil, oui, c'est ça. Donc la présidente a été obligée de démissionner. Quoi. Oui, c'est ça. Là, quand il y a la malhonnêteté, la place, c'est la prison. Mais au Congo, les malhonnêtes continuent effectivement à circuler dans les rues de Kinshasa, comme si effectivement ils étaient dans un pays conquis. Alors si Joseph Kabila se cramponne au pouvoir, oui. Qu'allez-vous faire? Est-ce que le ciel tombera sur les têtes des Congolais? Voilà, c'est ce qu'il est en train de dire. Il répète toujours, est-ce que le ciel va tomber sur la tête des Congolais? Non, il répète toujours ça. Et là, ça montre, dans son langage, c'est un langage de glissement. Il veut rester par l'effet au pouvoir, il veut glisser. Et nous n'allons pas accepter qu'il glisse, parce que nous allons demander aux gens, à la population, d'aller dans la rue et de pouvoir chasser Kabila, parce que nous avons besoin d'une ère nouvelle au Congo, une ère de paix, de justice et de concorde. Nous avons appris que Joseph Kabila prépare une nouvelle constitution inspirée de celle de l'Angola avec Obeminaku et Bocha pour une énième transition en RDC. Joseph Kabila va inaugurer la 4e République en RDC. Quelle est votre réaction, professeur? Non, nous n'avons pas besoin d'une 4e République avec Joseph Kabila. Ça, c'est un. De deux, la Constitution de 2006, notre Constitution, elle n'est pas encore vieille, elle n'est pas périmée. Pourquoi on doit la remplacer? De trois, la Constitution de l'Angola, c'est une constitution effectivement qui instaure la dictature, une monarchie républicaine en Angola. Ça c'est un. De deux, le conséquent de cette dictature en Angola, c'est que le président resterait au pouvoir éternellement sans fin de mandat, et s'il est fatigué, il serait remplacé par son fils. Nous n'accepterons pas ça. Et de trois, c'est que cette constitution de l'Angola met fin au suffrage universel, c'est-à-dire que au suffrage universel direct. Le président, cette fois-ci, serait élu par le Parlement et non pas par tous les Congolais. Les Congolais ne vont pas accepter un tel scénario. À vous attendre parler, professeur Augustin, vous êtes dans l'opposition radicale? Je suis dans l'opposition radicale, c'est une bonne opposition parce qu'il faut effectivement que les gens puissent quand même faire passer en premier la loi fondamentale, la faire respecter. Par contre, on constate que l'opposition est divisée, il y a des pro-dialogues et des anti-dialogues. Et vous, quelle est votre position par rapport au dialogue inclusif convoqué par Joseph Kabila et soutenu par la communauté internationale? D'abord, la première chose par rapport à l'opposition, on ne peut pas trouver dans le monde un groupe qui ne serait pas divisé. Hein. Et dans un groupe, il y a toujours des cassures, et l'objectif c'est de réparer. L'objectif c'est de rassembler les gens pour qu'ils puissent continuer le même combat. Oui. Mais par rapport au dialogue, moi je ne suis pas d'accord avec le dialogue de Kabila, ça c'est sûr. Donc je rejette ces dialogues-là avec Edem Kodjo. Moi je suis pour un dialogue avec la communauté internationale qui respecte effectivement donc un dialogue sincère, un dialogue de responsabilité, un dialogue qui n'est pas là pour nous conduire dans une autre concertation. Je ne suis pas d'accord avec un dialogue de corruption, un dialogue de per diem. Je suis pour un dialogue qui vient et nous aider à améliorer notre jeune démocratie. Je suis pour un dialogue qui vient apporter des élections en RDC. Je suis pour un dialogue de passation pacifique du pouvoir.
nous sommes presque à la fin de notre émission, professeur. Mais quand même, il y a d'autres questions qui nous restent. Croyez-vous au rassemblement de l'opposition sous la direction d'Étienne Tshisekedi? Moi, j'y crois. Moi, j'y crois parce qu'effectivement, comme disaient les Belges, l'union fait la force. Quand on est rassemblé, quand on est ensemble, on a effectivement la possibilité de pouvoir réussir ensemble. Mais quand on va en singleton, on n'a pas vraiment de chance de réussir. Et moi, je soutiens Étienne Tshisekedi avec ses rassemblements et tous les partis qui se rassemblent et qui constituent effectivement, qui font de l'opposition un front commun pour affronter la majorité actuelle au pouvoir. Oui. Professeur, chaque fois que l'opposition veut s'aligner pour battre Joseph Kabila, Oui. c'est Kamere qui apparaît pour l'affaiblir. On l'a vu en 2006 battre campagne pour Joseph Kabila. En 2011, rouler Tshisekedi pour faciliter l'élection de Joseph Kabila. En 2016, l'opposition forme un rassemblement. Kamere dit non. Kamere dit non, je m'excuse. Les opposants refusent le dialogue. Kamere l'accepte sans condition. Peut-on dire que Kamere est un pion de Joseph Kabila dans l'opposition congolaise? Moi, je ne le dirais pas parce que je n'ai pas de preuves. Je n'ai pas de preuves, mais je peux effectivement partir de son parcours. Vital Kamerhe a fait un parcours remarquable. D'abord, il a été président de l'Assemblée nationale et il a présidé l'Assemblée nationale avec brillance. C'est quelqu'un, effectivement, c'est un homme politique intelligent qui pourrait nous aider dans le cadre, effectivement, de la transition démocratique. Mais je suis effectivement un peu écœuré d'attendre que lui aussi, il veut encore renouer avec Kabila. Je suis écœuré d'attendre si c'est vrai. Il veut aussi continuer à soutenir Kabila. S'il rentre encore chez Kabila, c'est pour aller mourir, oui. C'est la mort, oui. Et de l'autre côté, moi, je vois que lui, il ne veut plus travailler avec la dynamique. Or, c'est lui qui a été parmi les initiateurs de la dynamique. Et j'ai vu effectivement une décision de la dynamique de l'écarter. J'aurais souhaité qu'il reste dans la dynamique pour continuer avec les autres. Je ne sais pas pourquoi il a quitté. Et des trois, je vois décidément, il ne souhaite pas soutenir le leadership d'Étienne Tshisekedi. Étienne Tshisekedi, c'est un opposant farouche. Ça fait 30 ans qu'il est dans l'opposition. Et c'est une personnalité qui est respectée au Congo. Il devrait être humble et soutenir le leadership politique d'Étienne Tshisekedi pour qu'on aille affronter Kabila et qu'on puisse chasser Kabila. Après Kabila, il y aura la possibilité de pouvoir effectivement exercer son leadership, poser sa candidature, présenter son projet de société. Pour moi, en tout cas, si vous me demandez mon point de vue serait de rassembler, qu'il reste dans les rassemblements, l'union fait la force, et c'est en combattant avec les autres qu'on peut arriver à une victoire pour la démocratie et non pas une victoire pour les intérêts personnels. Oui. Alors pourquoi le régime de Joseph Kabila refuse le retour de Moïse Katumbi? Est-ce que Moïse Katumbi fait peur à la majorité présidentielle? Décidément, donc, visiblement, on voit que Moïse Katumbi fait peur à la majorité depuis qu'il a annoncé sa candidature. Ça a commencé, les hostilités ont commencé avec le gouvernement. Donc Moïse Katumbi, c'est un opposant farouche contre le gouvernement, c'est un homme riche d'abord. Il était un bon gouverneur du Katanga et il a bien travaillé au Katanga, il a enrichi le Katanga, il a permis effectivement, il a quand même créé une croissance économique dans cette région, mais aussi il est supporter de Mazembe, une grande équipe. Aujourd'hui, Mazembe, ça fait 5 victoires. Mazembe, 5 fois champion de l'Afrique. Et je vois que si Moïse Katumbi devient président, il peut, nous aider à développer les Congo comme il a développé les Katanga. Il peut aussi soutenir l'équipe nationale du Congo pour que l'équipe devienne champion de l'Afrique aussi. Il est jeune, dynamique,
il peut changer la donne, ça sera différent de Joseph Kabila. Donc, je pense que ça serait tort pour Joseph Kabila d'empêcher la candidature de Katumbi et d'empêcher la candidature des autres personnes, des autres opposants qui veulent tenter leur chance à la magistrature suprême. Oui. Nous sommes à la fin de notre entretien, professeur. Merci beaucoup. Avez-vous un message particulier à adresser au peuple congolais qui nous suivent maintenant, oui. Moi, j'ai un message adressé au peuple congolais, et le message, c'est la résistance. Le message, c'est la résilience. Nous sommes vers la fin. Bientôt, effectivement, dans cette mobilisation, si nous tenons et que nous arrivons à enlever la peur, braver la peur, aller dans la rue, nous allons faire partir Joseph Kabila. Joseph Kabila, son gouvernement est corrompu, donc nous devons nous unir, nous devons tout faire pour le faire partir avec son gouvernement, afin que le Congo ait la paix, ait la sérénité, qui est la démocratie au Congo, qui est effectivement une situation sociale de justice, et que les gens puissent voir effectivement leurs conditions de vie améliorées. Et voilà pourquoi je demande aux Congolais de ne pas se décourager, de continuer effectivement à lutter, à résister. Je demande aussi que là où il y a des massacres, et particulièrement à Béni, de garder l'espérance. Notre Dieu, c'est un Dieu d'espérance. Il est le Dieu d'amour et de miséricorde. Il a écouté les cris des Congolais. Il va nous aider. Donc, il faut que les jeunes tiennent bon et de ne pas reculer. Donc, nous sommes presque à la fin du départ, au début du départ de Joseph Kabila. Donc, il faut effectivement continuer le mouvement. Donc, il faut qu'on mette fin à ce système politique de Kabila. C'est un système farouche qui met le Congo dans la misère. Les Congolais ne mangent plus à leur faim. Il n'y a pas de bonnes routes, il n'y a pas de bonnes écoles, il n'y a pas d'hôpitaux. Donc, il y a beaucoup de choses qui manquent, pas d'électricité, pas d'eau. Alors, il veut rester au pouvoir pour faire quoi? Et nous, les Congolais, nous devons effectivement accepter, bénir qu'il reste en train de ne rien faire à la tête du Congo. Je demande au peuple congolais de se lever, de se mettre debout comme un seul homme pour retrouver la liberté, la paix. Vous voyez, beaucoup de gens, beaucoup de nos compatriotes sont en prison. Vous allez garder une personne qui va laisser nos enfants en prison. Beaucoup de nos compatriotes ne travaillent plus dans la liberté. Si vous êtes journaliste, vous êtes tout le temps, les journalistes sont arrêtés, les journalistes sont tués, les activistes des droits de l'homme, si ce sont des étrangers, ils sont expulsés. Est-ce que vous allez laisser une telle personne continuer à fermer l'espace politique congolais? Nous avons besoin de la liberté. Il a demandé dernièrement qu'on puisse changer la classe politique. Le vrai changement va commencer par lui, s'il accepte d'abord de se retirer, de respecter les mandats et de respecter la Constitution, les délais constitutionnels. Voilà, effectivement, à travers le respect de la Constitution, on aura une nouvelle classe politique. Ce n'est pas à lui de rester là pour dire que maintenant, c'est lui qui sera la base encore de pouvoir nommer une nouvelle classe politique. Voilà donc, j'encourage les Congolais à ne pas lâcher, et je suis de tout cœur avec les opposants qui acceptent de se rassembler autour de grands leaders comme Etienne Tshisekedi, comme Fayoulou, comme Matungulu par exemple. Je suis derrière, effectivement, même la présidente de MLC, donc elle travaille bien. Eva Bazaïka, elle a effectivement refusé le dialogue de Kabila. Donc nous devons encourager toutes ces personnes-là qui refusent de pactiser avec la dictature, avec l'oppression, avec la torture en prison. Beaucoup de prisonniers sont torturés en prison. Donc nous voulons des gens qui acceptent de travailler pour la liberté, pour la démocratie, pour la justice, pour la paix. Et à ce moment-là, nous, Congolais, nous serons fiers d'avoir libéré notre propre pays. Nous n'allons pas attendre la libération en dehors de notre pays. Voilà le message que je peux adresser
à mes compatriotes congolais et je suis de tout cœur avec eux. Je dis encore une fois, réitère mes condoléances au peuple de Béni qui a tant souffert par tous ces massacres, ça fait presque un an, et il faudrait qu'il y ait un tribunal indépendant qui va juger les coupables. Je vous remercie, professeur Augustin, Merci beaucoup, d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, Modeste, pour cette entrevue. Je pense que ça va profiter aux autres aussi pour leur donner la conscience de la liberté, conscience patriotique de pouvoir libérer leur pays. Merci. Merci.